Maya Richardson Hartwell ne pouvait en croire ses yeux. À peine 3 mois après avoir hérité de 5 milliards et laissé la maîtresse de son ex-mari, Marcus, Vanessa, hurlant « Tu as quitté un milliardaire ». Dans ce parking, Marcus entra au tribunal des affaires familiales avec une armée d'avocats, exigeant la garde complète de leur petite fille, Naomi. Il affirmait qu'une milliardaire en deuil était mentalement instable et incapable d'être une bonne mère. Le même homme qui avait divorcé de sa femme enceinte 24 heures après la mort de son père. Le même homme qui avait épousé sa maîtresse alors que les mains de Mia sentaient encore les fleurs des funérailles, se tenait maintenant devant un juge, argumentant qu'il méritait d'élever le bébé d'1 milliard qu'il avait abandonné. Mais ce qui brisa le cœur de Mia en 1000 morceaux qu'elle pouvait à peine maintenir ensemble, ce n'était pas seulement Marcus essayant de lui prendre son bébé. C'était de voir Vanessa assise dans la galerie du tribunal, n'étant plus sa femme après l'effondrement de leur mariage de 6 semaines, mais maintenant son témoin expert, prête à témoigner que Maya était une mère inapte. La maîtresse qui avait chuchoté « enfin » quand le père de Maya était mort, essayait maintenant d'aider Marcus à voler la petite fille que son papa n'avait jamais pu rencontrer. Ce que Marcus ignorait en présentant sa requête en garde, ce que Vanessa ignorait en se préparant à mentir sous serment, c'est que le père de Maya avait prédit ce moment exact dans une lettre scellée qu'il avait laissée à son avocat, à n'ouvrir que si Marcus tentait jamais de revendiquer ses droits parentaux. Son père avait écrit 3 mots dévastateurs qui deviendraient l'arme de Mia. Ne montre aucune pitié. Et à l'intérieur de cette lettre se trouvaient des preuves, des enregistrements, des éléments si compromettants sur Marcus qu'ils le détruiraient d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Alors la question n'est pas seulement de savoir ce qui est arrivé après qu'elle ait hérité de 5 milliards et laissé sa maîtresse hurler. La voici. Que fait une mère milliardaire, protégée par son père depuis l'au-delà, quand son ex-mari tente d'utiliser le système judiciaire comme une arme pour lui voler son enfant? Comment une femme qui a tout perdu trouve-t-elle la force de combattre l'homme qui l'a un jour fait le supplier de rester? Et quel secret le père de Mia avait-il découvert sur Marcus dans les dernières semaines avant sa mort? Des secrets si sombres, si accablants que, lorsque le juge les entendrait, Marcus ne perdrait pas seulement la garde, il perdrait tout. Parce que ce que Maya fit ensuite ne laissa pas seulement Marcus et Vanessa hurlant. Cela fit que toute la ville remit en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le pouvoir, la justice, et sur ce qui arrive quand on sous-estime l'amour d'une mère. Mais je vais trop vite. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous ramener 3 mois après les cris du parking, au matin où Maya ouvrit la boîte à musique de son père et trouva la lettre qui allait tout changer. Écoutez, si vous avez manqué la première partie de cette histoire, le lien est dans la description et vous devez la regarder d'abord, car ce qui va se passer aura 10 fois plus d'impact quand vous saurez comment Maya en est arrivée là. Mais si vous êtes déjà à jour, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant, car cette partie de l'histoire de Maya vous montrera que le karma ne vient pas seulement pour les gens qui font le mal. Il apporte des preuves. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez que les enfants méritent d'être protégés des personnes qui ne les veulent que pour leur argent. Et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose que vous pensiez avoir déjà gagné? Dites-le moi, car Maya s'apprête à nous apprendre à tous ce à quoi ressemble un vrai combat. Maintenant, retournons à cette boîte à musique, car ce que son père avait laissé à l'intérieur l'armerait pour la bataille de sa vie. La boîte à musique était posée sur la commode de Maya, dans sa maison de ville en pierre brune de Brooklyn, enveloppée dans du papier de soie légèrement jauni par le temps. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, pour les 3 mois de Naomi, livrée par Harold Ashford avec un simple mot. Ton père a laissé pour instruction que tu reçoives cela au jour des 3 mois de ta fille. Il a dit que tu saurais quand l'ouvrir. Maya l'avait regardé pendant ces 3 jours, effrayée de ce qu'elle pouvait contenir. Une autre lettre, un autre rappel de l'homme qu'elle avait perdu, une autre vague de chagrin qu'elle n'était pas sûre de pouvoir survivre en s'occupant seule d'un nouveau-né. Mais ce matin-là, avec Naomi dormant paisiblement dans son berceau et la lumière du soleil traversant les fenêtres de la chambre d'enfant que son père avait conçue mais n'avait jamais pu voir, Maya l'ouvrit enfin. La boîte à musique était magnifique, en palissandre sculpté à la main avec des incrustations de nacre représentant un père tenant sa fille sous un ciel étoilé. Quand elle souleva le couvercle, une douce mélodie commença à jouer, une berceuse que son père lui chantait quand elle était petite. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une clé USB dans une enveloppe scellée avec l'écriture de son père. À n'ouvrir que si Marcus tente de prendre Naomi. Fais-moi confiance, ma chérie, je veille sur toi. Les mains de Maya tremblèrent en lisant ces mots. Son père avait su.
Même 3 mois avant sa mort, même en combattant le cancer, même pendant que Marcus faisait semblant d'être un mari dévoué, son père avait su que cela arriverait. Elle voulut ouvrir l'enveloppe sur le champ, voulut voir ce qu'il lui avait laissé. Mais quelque chose l'en empêcha. Un instinct qui disait « Pas encore. Attends d'en avoir besoin. Attends que le moment soit venu. » Elle plaça la boîte à musique dans son coffre-fort, à côté des documents de son héritage, et essaya de l'oublier. Cela dura exactement 2 semaines. Maya était dans son bureau à domicile, Naomi faisant la sieste dans un Moïse à côté de son bureau, quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la fit décrocher. Maya Richardson à l'appareil. Une voix féminine professionnelle répondit « Oui, ici Jennifer Walsh du cabinet d'avocats Brennan & Associates. J'appelle au nom de mon client, Marcus Richardson, concernant une affaire de garde concernant l'enfant mineur Naomi James Richardson Hartwell. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Maya. Affaire de garde. Monsieur Richardson dépose une requête pour la garde physique et légale complète de sa fille. Vous serez signifié des documents sous 48 heures. Nous espérions régler cela à l'amiable, mais étant donné votre état mental actuel et les inquiétudes concernant votre aptitude en tant que parent, mon client estime n'avoir d'autre choix que de poursuivre cette voie devant les tribunaux. Mon état mental. La voix de Maya était glaciale. Je vais parfaitement bien. J'élève ma fille. Quelles inquiétudes. Les inquiétudes exposées dans la requête. Vous les verrez quand vous serez signifié. Nous restons en contact. L'avocate raccrocha. Maya resta assise, le téléphone à la main, regardant dans le vide. Il essayait de lui prendre son bébé. L'homme qui l'avait abandonné alors qu'elle était enceinte. L'homme qui avait épousé sa maîtresse alors que la tombe de son père était encore fraîche. Il essayait de prendre la seule famille qui lui restait. Naomi s'agita dans son Moïse, émettant les petits bruits qui signifiaient qu'elle allait se réveiller. Maya regarda sa fille, âgée de 3 mois, parfaite, innocente, avec les yeux de son père et le sourire de son grand-père, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas du chagrin cette fois, ni de la douleur. De la rage. Une rage pure, froide et cristalline. Elle prit son téléphone et appela Harold Ashford. « Oncle Harry, j'ai besoin que vous ouvriez la lettre scellée de mon père, celle concernant Marcus et les droits parentaux. » Il y eut une pause. Il dépose une requête en garde. Son avocate vient d'appeler. Je serai là dans 1 heure. Maya, ton père s'est préparé à cela. Tout ce dont tu as besoin, il te l'a laissé. Fais confiance au plan. Ces mots à nouveau. Fais confiance au plan. 1 heure plus tard, Harold était assis dans le salon de Maya, un dossier épais devant lui et une expression à mi-chemin entre le chagrin et la satisfaction. Ton père savait que Marcus ferait cela, dit Harold doucement. Environ 3 semaines avant sa mort, Marcus est venu lui rendre visite à l'hôpital. Tu te souviens de cela? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se libérer du travail. Il est venu. Et ton père, malade comme il était, a enregistré toute la conversation. Harold sortit son ordinateur portable et le tourna vers Maya. Ton père a été très prudent à ce sujet. Tout a été fait légalement. Enregistrement à consentement unilatéral dans une chambre d'hôpital où Marcus n'avait aucune attente de confidentialité. Ce serait recevable en justice. Il appuya sur lecture. La vidéo montrait son père dans son lit d'hôpital, frêle mais alerte. Marcus entra et son attitude changea instantanément. Impatient, mal à l'aise, regardant sa montre. « Salut, James, comment tu te sens ?»« Comme si j'allais mourir, Marcus. »« Parce que c'est le cas. » La voix de son père était faible mais ferme. « D'accord. Ouais. Écoute, je ne peux pas rester longtemps. J'ai un truc de boulot, mais je voulais te parler de quelque chose d'important. Vas-y. » Marcus se déplaça, clairement mal à l'aise. « C'est à propos de Maya et du bébé. Je vais être direct avec toi. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Le mariage, l'enfant, tout ça. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. » La main de Maya se porta à sa bouche. C'était 3 semaines avant la mort de son père. Alors qu'elle était encore enceinte, alors que Marcus faisait encore semblant que tout allait bien.
Tu as signé pour des vœux de mariage, dit son père calmement. Dans la santé comme dans la maladie, le meilleur comme le pire. Ouais, eh bien, les choses changent. Maya est différente maintenant. Elle est toute focalisée sur ta maladie et la grossesse. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Et honnêtement, avec ton départ, je me vois coincée à la soutenir, elle et un enfant, avec mon seul salaire. Ce n'est pas viable. Viable. La voix de son père laissait transparaître une colère à peine contenue. Ma fille porte ton enfant et tu parles de viabilité comme si elle était une charge financière. Je suis réaliste. Et regarde, je déteste aborder ce sujet, mais as-tu une assurance vie? Quelque chose qui pourrait t'aider à compenser les coûts après ton départ. Maya se sentit malade. Il avait demandé de l'argent à son père mourant. J'ai quelque chose de mieux qu'une assurance vie, Marcus. J'ai de la clarté. Je vois exactement qui tu es maintenant. Et je veux que tu saches une chose. Ma fille ira bien quand je serai partie. Mieux que bien. Toi, par contre, tu passeras le reste de ta vie à regretter cette conversation. Peu importe, mec. Je suis juste honnête. Moi aussi. Sors de ma chambre. La vidéo se termina. Harold ferma l'ordinateur portable. C'était l'enregistrement numéro 1. Il y en a 3 autres. Tout aussi accablants. Ton père a aussi engagé un détective privé qui a documenté la liaison de Marcus avec Vanessa. Des dates, des heures, des reçus d'hôtel, tout. Et voici la partie que Marcus ignore. Ton père a fait envoyer une lettre par son avocat à Marcus il y a 6 semaines, avant que Marcus ne dépose sa requête en garde. Quel genre de lettre? Une lettre lui offrant un paiement unique de 50 000 $ en échange de la renonciation à tous ses droits parentaux sur Naomi, de manière permanente et irrévocable. Pas de contact, pas de garde, pas de droit sur elle ou sur son héritage, jamais. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Qu'a répondu Marcus? Il n'a pas répondu. Il a jeté la lettre. Nous le savons parce que le détective l'a récupérée dans sa poubelle. Ton père avait prédit qu'il ignorerait une petite somme comme 50 000 $ parce qu'il finirait par réaliser que Naomi vaut des milliards, et qu'en rejetant l'offre, Marcus démontrerait qu'il n'a aucun intérêt à être un père, seulement à accéder à son héritage. Mais il ne peut pas y accéder. Le trust est inattaquable. Il ne le sait pas. Il pense qu'avec la garde complète, il pourrait contrôler ses actifs en tant que tuteur. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ton père a nommé un administrateur indépendant, moi, qui ne peut être révoqué que par ordonnance du tribunal. Même si Marcus obtenait la garde, ce qu'il n'obtiendra pas, il ne toucherait jamais un centime de l'argent de Naomi. Harold sortit la lettre scellée. Les instructions de ton père étaient claires. Si Marcus déposait une requête en garde, je devais te donner ceci et t'offrir toutes les ressources du cabinet pour le combattre. Chaque avocat, chaque détective privé, chaque témoin expert dont nous disposons, pro bono. Parce que ton père nous a retenus pour des honoraires de 10 millions de $ spécifiquement à cette fin. Maya prit la lettre avec des mains tremblantes et l'ouvrit. L'écriture était plus tremblante que d'habitude. Son père avait été très malade quand il avait écrit cela, mais les mots étaient clairs. Ma chère Maya, si tu lis ceci, Marcus a montré son vrai visage. Il n'essaie pas d'être un père. Il essaie d'être un voleur. Il voit Naomi comme un chèque, comme un accès à une richesse qu'il a été trop stupide pour garder quand il l'avait. C'est impardonnable. Alors, je veux que tu écoutes attentivement. Ne montre aucune pitié. Utilise chaque preuve que je t'ai laissée. Expose-le pour ce qu'il est. Protège ma petite fille avec tout ce que tu as. Je sais que tu as peur. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'une partie de toi veut encore croire que Marcus a du bon en lui. Mais, ma chérie, parfois la chose la plus aimante que tu puisses faire, c'est d'être impitoyable envers les personnes qui menacent ton enfant. Combats-le, détruis son dossier, et quand ce sera fini, assure-toi qu'il n'ait jamais, au grand jamais, le pouvoir de faire du mal à Naomi comme il t'en a fait. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu as des ressources. Tu as des preuves. Tu as moi, même depuis l'au-delà. Et tu as quelque chose que Marcus n'aura jamais. La vérité. Utilise-la avec tout mon amour et ma foi en toi, papa. PS Vanessa essaiera de l'aider. J'ai aussi laissé des preuves sur elle. Souviens-toi,
Ne montre aucune pitié. Maya lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur son visage, la voix de son père résonnant dans sa tête aussi clairement que s'il se tenait à côté d'elle. Ne montre aucune pitié. Elle leva les yeux vers Harold. Quand a lieu l'audience de garde? L'audience préliminaire est dans 2 semaines. C'est là que Marcus présentera son argumentation sur ton inaptitude. Et Vanessa, elle est listée comme témoin. Apparemment, pendant leur bref mariage, elle a documenté des choses qui, selon elle, te montrent sous un jour instable. Des messages textes que tu as envoyés, des publications sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Tout sort contexte, j'en suis sûre, mais potentiellement dommageable s'ils ne sont pas contestés correctement. Maya se leva, sa décision prise. Oncle Harry, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Je veux que vous offriez une dernière chance à Marcus, un autre paiement, plus important cette fois. Disons 500 000 $ pour qu'il s'éloigne définitivement. Documentez soigneusement sa réponse. Pourquoi? Nous avons toutes les preuves nécessaires pour le détruire. Maya sourit. Et c'était le sourire de son père, celui qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Parce que quand il rejettera un demi-million de $, quand il attendra plus, ça prouvera qu'il ne s'intéresse pas du tout à Naomi, mais à ses milliards, et ça, oncle Harry, ça le détruira au tribunal plus efficacement que tout ce que nous pourrions présenter. L'expression d'Harold changea pour de l'admiration. Ton père serait si fier de toi en ce moment. Il m'a bien élevé. Maya regarda la lettre dans ses mains. Maintenant, montrons à Marcus ce qui arrive quand on menace une famille Hartwell. 2 jours plus tard, Marcus reçut une lettre recommandée lui offrant 500 000 $ pour renoncer à ses droits parentaux. Sa réponse arriva en 6 heures. Rejeté. À bientôt au tribunal. Harold appela Mia immédiatement. Il a mordu à l'hameçon. Bien, dit Mia en regardant Naomi dormir paisiblement dans ses bras. Maintenant, terminons cela. La salle d'audience des affaires familiales était plus petite que ne l'imaginait Mia, plus intime, ce qui la rendait d'une certaine manière pire. Chaque mensonge que Marcus s'apprêtait à dire, chaque accusation que Vanessa allait porter, se produirait à quelques mètres d'elle, assez près pour voir leur visage, pour sentir l'après-rasage coûteux de Marcus, celui qu'il n'avait jamais porté quand ils étaient mariés, mais qu'il avait commencé à utiliser quand il avait rencontré Vanessa. Maya s'assit à la table du demandeur avec Harold et 2 autres avocats de Hartwell & Associates. De l'autre côté de l'allée, Marcus était assis avec son avocate, Jennifer Walsh, une femme au regard perçant d'une 50aine d'années qui avait l'air de dévorer les avocats adverses au petit déjeuner. Derrière eux, dans la galerie, était assise Vanessa, habillée de façon conservatrice. Robe bleu marine, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière, essayant de ressembler à une amie de la famille concernée au lieu de la maîtresse qui avait chuchoté « enfin » quand le père d'Emma était mort. La juge Catherine Morrison entra, une femme noire d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants, mais réputée pour ne pas souffrir les imbéciles. « Asseyez-vous. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire de garde dans l'affaire Richardson contre Richardson Hartwell. Monsieur Richardson demande la garde complète de l'enfant mineur, Naomi James Richardson Hartwell, âgée actuellement de 3 mois. » L'avocate de Marcus se leva. « Votre honneur, mon client est ici aujourd'hui parce qu'il est profondément préoccupé par le bien-être de sa fille. Mademoiselle Richardson Hartwell, bien que financièrement à l'aise en raison d'un héritage récent, est émotionnellement instable, socialement isolée, et souffre potentiellement d'une dépression postpartum sévère qu'elle refuse de reconnaître ou de traiter. » Maya sentit la main d'Harold sur son bras pour la calmer. De plus, poursuivit Walsh, Mademoiselle Richardson Hartwell a démontré un comportement erratique, notamment en empêchant mon client de voir sa fille, en faisant des remarques désobligeantes à son sujet sur les réseaux sociaux, et en créant un environnement toxique qui priorise son propre chagrin et son traumatisme plutôt que les besoins de l'enfant. Votre honneur, Harold se leva avec aisance. J'aimerais répondre à ces allégations directement, mais d'abord, j'aimerais établir un certain contexte concernant l'intérêt de Monsieur Richardson pour sa fille. Allez-y. Monsieur Richardson a divorcé de Mademoiselle Richardson Hartwell alors qu'elle était enceinte de 6 mois, exactement 24 heures après les funérailles de son père. Il a ensuite épousé une autre femme, son ancienne maîtresse, dans les 48 heures suivant la finalisation du divorce.
Ce mariage a duré 6 semaines avant de se terminer par un divorce. Durant les 3 premiers mois de la vie de la petite Naomi, M. Richardson a demandé des visites supervisées exactement 2 fois. Chaque visite durant moins de 30 minutes, et il est parti tôt lors des 2 visites. Il n'a jamais changé une couche, jamais nourri sa fille, jamais assisté à un rendez-vous chez le pédiatre. Jusqu'à il y a 2 semaines, quand il a déposé cette requête, il n'a montré aucun intérêt pour son rôle de parent. L'expression de la juge Morrison changea légèrement. « Est-ce exact, monsieur Richardson ?» Marcus se leva. « Votre honneur, je laissais à Mal l'espace pour faire son deuil et créer des liens avec le bébé. Je ne voulais pas m'imposer pendant une période difficile. »« Vous ne vouliez pas vous imposer, » répéta lentement la juge. « Dans la vie de votre propre fille. » J'étais respectueux du processus de Maya. Je vois. Maître Walsh, quelle preuve avez-vous de l'instabilité supposée de mademoiselle Richardson Hartwell? Walsh sortit un dossier. Nous avons des documents de mademoiselle Vanessa Chen, qui a brièvement vécu avec monsieur Richardson et a observé mademoiselle Richardson Hartwell lors des échanges de garde. Nous avons des messages textes montrant un comportement erratique, des publications sur les réseaux sociaux qui démontrent. Votre honneur, Harold l'interrompit. Je voudrais discréditer la crédibilité de mademoiselle Chen en tant que témoin avant de poursuivre avec sa déposition. Sur quel motif? Sur le motif que mademoiselle Chen est la femme avec laquelle monsieur Richardson a commis un adultère pendant son mariage avec mademoiselle Richardson Hartwell, qu'elle a des antécédents documentés d'hostilité envers ma cliente, et qu'elle a un intérêt financier personnel dans l'obtention de la garde par monsieur Richardson. Le visage de Walsh se crispa. Mademoiselle Chen n'a aucun intérêt financier dans cette affaire. En fait, si. Harold sortit son propre dossier. Mademoiselle Chen a déposé le bilan il y a 3 mois, avec des dettes dépassant les 200 000 $. Elle a perdu son emploi il y a 2 mois après que le scandale de son aventure avec monsieur Richardson soit devenu public sur son lieu de travail. Elle est actuellement au chômage, vit dans un sous-location. Et selon des messages textes que nous avons obtenus par subpoena, elle et monsieur Richardson ont discuté de ce qu'ils feraient avec l'accès au fonds de dotation de Naomi. Ce n'est pas vrai. Vanessa se leva dans la galerie. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit la juge Morrison sèchement. Maître Walsh, votre témoin dépose-t-elle aujourd'hui? Oui, votre honneur. Alors appelez-la maintenant. Je veux l'entendre directement. Vanessa prêta serment, sa main tremblant légèrement sur la Bible. Elle s'assit dans la barre des témoins, essayant de garder son calme, mais Maya pouvait voir des fissures apparaître. Walsh commença doucement. Mademoiselle Chen, comment connaissez-vous les parties dans cette affaire? Je travaillais avec Marcus, monsieur Richardson, chez Davison Marketing Group. Nous sommes devenus des amis proches et finalement nous sommes tombés amoureux. Je sais que le timing n'était pas idéal, mais ces choses arrivent. Et vous avez observé le comportement de mademoiselle Richardson Hartwell? Oui. Durant les 2 échanges de garde auxquels j'ai assisté, Maya était clairement instable. Elle pleurait, était erratique, disait des choses bizarres. Elle a dit à Marcus qu'il regretterait tout, que le karma viendrait pour lui. Elle semblait paranoïaque et déconnectée de la réalité. Et ces observations vous ont beaucoup inquiété. Je suis inquiète que la petite Naomi soit élevée par quelqu'un d'aussi émotionnellement volatile. Harold se leva pour le contre-interrogatoire et son sourire était mortel. Mademoiselle Chen, vous avez dit que vous et monsieur Richardson êtes tombés amoureux. Quand exactement cet amour a-t-il commencé? Il y a environ 8 mois. Il y a 8 mois. Et quand le père de mademoiselle Richardson Hartwell a-t-il été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale? Le visage de Vanessa pâlit légèrement. Je ne sais pas exactement. C'était il y a 9 mois. Alors, votre aventure amoureuse a commencé alors que le père de mademoiselle Richardson Hartwell était mourant et qu'elle était enceinte de l'enfant de monsieur Richardson. Est-ce correct? Nous ne l'avons pas planifié ainsi. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui. Et vous avez assisté aux funérailles du père de mademoiselle Richardson Hartwell, n'est-ce pas? Brièvement, oui, pour soutenir Marcus. Pour le soutenir aux funérailles du père de sa femme dont il était séparé. Quelle attention!
Le ton d'Harold était cinglant. Et pouvez-vous dire au tribunal ce que vous avez dit quand le moniteur cardiaque de Monsieur James Richardson est passé à la ligne plate? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Harold sortit un document. Nous avons le témoignage de 3 infirmières qui étaient présentes dans l'unité de soins intensifs cette nuit-là. Les 3 ont rapporté indépendamment avoir entendu une femme correspondant à votre description dire le mot « enfin » quand M. Richardson a été déclaré mort. Niez-vous avoir dit cela? La salle d'audience devint silencieuse. Même Marcus semblait choqué. Je ne le pensais pas. C'était hors contexte, bafouilla Vanessa. Quel contexte rend enfin approprié quand un homme bien meurt? Je voulais juste dire que sa souffrance était terminée. Sa souffrance, bien sûr. Harold sortit un autre document. Mademoiselle Chen, vous avez témoigné avoir observé Mademoiselle Richardson Hartwell lors d'échanges de garde. Combien d'échanges y a-t-il eu? 2, comme je l'ai dit. Et tous les 2 ont eu lieu à l'appartement de Monsieur Richardson où vous viviez à l'époque, correct? Oui. L'appartement que vous partagiez en tant que sa maîtresse, puis sa femme pendant 6 semaines, puis son ex-femme après l'effondrement de votre mariage. Est-il juste de dire que vous aviez un intérêt personnel à ce que Mademoiselle Richardson Hartwell semble instable pendant ces échanges? J'observais juste. Vous observiez juste la femme dont vous aviez volé le mari, dont le père venait de mourir, qui venait d'accoucher, et vous vous attendiez à ce qu'elle soit quoi? Joyeuse, composée, parfaitement rationnelle. Walsh se leva. Objection. Argumentatif. Soutenu. Reformulé, Maître Ashford. Harold acquiesça. Mademoiselle Chen, avez-vous déjà dit à Monsieur Richardson que s'il obtenait la garde de Naomi, vous pourriez vous remettre ensemble et vivre la vie que vous méritez? Le visage de Vanessa devint blanc. Comment avez-vous? Est-ce un oui? Nous avons parlé de possibilités, mais... Et ces possibilités incluaient-elles l'accès à l'héritage de Naomi? Nous ne l'avons jamais dit explicitement, mais vous en avez discuté. Oui ou non? Vanessa regarda Marcus désespérément, mais il fixait la table, son visage impassible. Nous avons discuté qu'avoir la garde signifierait que Marcus pourrait prendre des décisions financières pour elle. Oui. Des décisions financières pour un bébé de 3 mois. Intéressant. Harold sortit son téléphone. Votre honneur, je voudrais diffuser un enregistrement obtenu légalement par le biais d'une subpoena des relevés téléphoniques de Mademoiselle Chen. Il s'agit d'un message vocal qu'elle a laissé à Monsieur Richardson 2 semaines avant qu'il ne dépose cette requête en garde. Il appuya sur lecture. La voix de Vanessa remplit la salle d'audience, légèrement ivre, amère. Marcus, je sais que tu ne réponds pas à mes appels, mais tu dois m'écouter. Ta fille est assise sur des milliards. Tu comprends ça? Des milliards. Et tu laisses simplement Maya l'élever, tu laisses Maya tout contrôler alors que tu pourrais avoir la garde. Tu pourrais prendre des décisions concernant cet argent. Nous pourrions tout réparer. Ma faillite, tes dettes, tout. Tu as juste besoin de te battre pour la garde. N'importe quel juge donnerait ses droits à un père pour son propre enfant. Rappelle-moi. Nous devons en parler. La salle d'audience éclata. La juge Morrison frappa de son marteau. Marcus avait l'air de vouloir disparaître sous le sol. Vanessa pleurait maintenant, son calme soigneusement composé complètement brisé. Mademoiselle Chen, dit Harold calmement. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui se préoccupe du bien-être d'un enfant ou à quelqu'un qui se préoccupe du compte en banque d'un enfant? J'essayais juste d'aider. À vous aider vous-même avec l'héritage d'un bébé de 3 mois. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Vanessa s'enfuit pratiquement du box, sortant de la salle d'audience en larmes. Marcus resta figé, réalisant trop tard qu'amener Vanessa avait détruit toute crédibilité qu'il aurait pu avoir. La juge Morrison regarda Walsh. Avez-vous d'autres témoins? Nous avons Monsieur Richardson lui-même, votre honneur. Appelez-le. Marcus prêta serment dans le box, paraissant bien moins confiant qu'1 heure auparavant. Walsh tenta de sauver la situation.
Monsieur Richardson, pouvez-vous expliquer votre relation avec votre fille? J'aime Naomi. C'est mon enfant. Je veux être dans sa vie. Et pourquoi demandez-vous la garde maintenant? Parce que je suis inquiet pour l'état mental de Mia. Elle s'isole. Elle a du mal. Et je pense que Naomi serait mieux avec moi. Harold se leva pour le contre-interrogatoire, et Mia vit le prédateur en lui. Maintenant, Monsieur Richardson, vous avez témoigné que vous aimiez votre fille. Combien avez-vous contribué à sa naissance? Que voulez-vous dire? Les frais d'hôpital, les soins prénatals, les fournitures pour bébé. Combien? Marcus bougea inconfortablement. Maya avait une assurance grâce à la succession de son père. Alors, $0. Est-ce correct? Je traversais une transition financière difficile. Une transition qui comprenait un mariage de $30 000 avec Mademoiselle Chen. Vous aviez de l'argent pour cela, mais pas pour la naissance de votre fille. C'était différent. En effet, ça l'était. Monsieur Richardson, connaissez-vous le nom du pédiatre de votre fille? Marcus devint blanc. Maya s'occupe des trucs médicaux. Et son jouet préféré, son rythme de sommeil, si elle a été vaccinée. On ne m'a pas donné accès à ces informations. Vous ne les avez pas demandées. En 3 mois, vous avez assisté à exactement 0 rendez-vous chez le pédiatre, 0 biberon de nuit, 0 changement de couche, mais maintenant vous voulez la garde complète. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Parce que je suis son père. Vous êtes son père biologique. Mais Monsieur Richardson, laissez-moi vous demander autre chose. Il y a 3 semaines, on vous a offert $500 000 pour renoncer à vos droits parentaux. Vous avez refusé. Pourquoi? Parce que ma fille n'est pas à vendre. Intéressant. Parce que 2 semaines avant cela, on vous a offert $50 000 pour la même chose. Vous avez complètement ignoré cette offre. Pouvez-vous expliquer pourquoi $50 000 ne suffisaient pas, mais $500 000 ne suffisaient toujours pas? L'avocate de Marcus commença à objecter, mais Marcus la coupa, sa colère éclatant. Parce que je sais ce que vaut ma fille. Elle va hériter de milliards et je suis son père, donc j'ai des droits. Il s'arrêta, réalisant ce qu'il venait de dire. La salle d'audience devint silencieuse. Harold sourit. Alors, il s'agit d'argent. Merci de clarifier, votre honneur. Je voudrais verser au débat l'enregistrement dont nous avons discuté plus tôt, celui où Monsieur Richardson rend visite à son beau-père mourant et demande de l'argent d'assurance vie. Objection. Walsh était debout. Cet enregistrement est préjudiciable. Il est directement pertinent pour les motivations de Monsieur Richardson. Votre honneur, cet homme a demandé à son beau-père mourant s'il y avait de l'argent qui pourrait compenser le fardeau de soutenir sa femme enceinte. Le tribunal doit entendre à qui nous avons vraiment affaire. La juge Morrison réfléchit. Je l'admets. Passez l'enregistrement. La salle d'audience écouta dans un silence horrifié alors que la voix de Marcus remplissait l'espace, demandant à James Richardson une assurance vie, qualifiant Maya et le bébé de non viables, traitant son beau-père mourant comme un distributeur automatique potentiel. Quand cela se termina, la juge Morrison regarda Marcus avec un dégoût non dissimulé. Monsieur Richardson, je suis juge aux affaires familiales depuis 17 ans. J'ai vu des parents se battre pour la garde pour de nombreuses raisons, certaines nobles, certaines mesquines, certaines erronées, mais je n'ai jamais, en toutes ces années, vu quelqu'un d'aussi manifestement motivé par la cupidité que vous l'êtes en ce moment. Votre honneur, j'aime ma fille. Vous aimez son héritage. Il y a une différence. Avez-vous des preuves, ne serait-ce qu'une seule, que mademoiselle Richardson Hartwell est réellement une mère inapte? Pas qu'elle est en deuil, pas qu'elle est fatiguée, pas qu'elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux après que vous ayez épousé votre maîtresse. Une preuve réelle d'inaptitude. Marcus regarda son avocate désespérément. Walsh se leva. Votre honneur, nous croyons que l'ensemble des circonstances. L'ensemble des circonstances me montre une jeune femme qui a perdu son père, a été abandonnée par son mari, a accouché seule, et élève son enfant avec dignité malgré tout cela. Et cela me montre un homme qui a ignoré sa fille pendant 3 mois,
a rejeté des règlements financiers raisonnables, et ne s'est intéressé à son rôle de parent que quand il a appris l'existence de son héritage. La juge Morrison ferma le dossier devant elle. Monsieur Richardson, je rejette votre requête en garde. De plus, j'ordonne une évaluation psychologique avant que l'on vous accorde ne serait-ce qu'une visite supervisée. Et je transmets cette affaire à l'unité d'enquête sur les fraudes du tribunal car je crois que vous avez déposé cette requête de mauvaise foi, avec l'intention d'accéder aux finances d'un enfant mineur. Marcus devint blanc. Votre honneur, s'il vous plaît, nous en avons terminé ici. Mademoiselle Richardson Hartwell conserve la garde complète. Monsieur Richardson, vous avez de la chance que je ne vous retienne pas pour outrage pour avoir fait perdre son temps à ce tribunal. La séance est levée. Le marteau tomba comme un coup de feu. Maya resta parfaitement immobile, respirant à peine alors que la réalité s'installait. Elle avait gagné. Son bébé était en sécurité. Marcus se leva en chancelant, son avocate lui chuchotant avec urgence, mais il n'écoutait pas. Il fixait Maya avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une défaite complète et absolue. Harold se pencha. Ton père serait si fier de toi. Maya hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Elle rassembla ses affaires et marcha vers la sortie où son équipe de sécurité l'attendait pour l'escorter chez elle, auprès de Naomi. Alors qu'elle passait à côté de Marcus dans l'allée, il lui attrapa le bras. « Maya, attends. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'ai paniqué à cause de l'argent, mais j'aime vraiment Naomi. S'il te plaît, ne me coupe pas complètement. » Mia regarda sa main sur son bras, puis son visage, et elle se souvint de chaque instant. La chambre d'hôpital où son père était mort, pendant que Marcus envoyait des messages sur le travail. Le palais de justice où il avait épousé Vanessa alors que Maya était encore sous le choc du deuil. Les 3 mois de la vie de Naomi qu'il avait complètement ignorés. Elle libéra son bras. Tu as raison sur une chose, Marcus. Tu as fait une erreur. En fait, tu en as fait plusieurs. Mais la plus grosse était de penser que j'étais faible. De penser que je plierais. De penser que ma fille était un prix que tu pouvais réclamer quand tu en avais envie. Sa voix était calme, mortellement tranquille. Mon père m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que la pitié est pour les gens qui la méritent, et toi, tu ne la mérites pas. Elle sortit de la salle d'audience, le laissant debout, brisé et seul. Dehors, le soleil de l'après-midi était éclatant, presque aveuglant après la pénombre du tribunal. Maya se tenait sur les marches du palais de justice, respirant l'air printanier, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son téléphone vibra. Un texto de la nounou. Naomi vient de se retourner pour la première fois. Elle est si forte, tout comme sa maman. Maya sourit à travers ses larmes, levant les yeux vers le ciel, imaginant son père quelque part là-haut, lui souriant en retour. Nous l'avons fait, papa, chuchota-t-elle. Nous avons gagné. Mais même en le disant, elle ignorait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Parce que Vanessa, humiliée et désespérée, allait faire quelque chose qui forcerait Mia à déchaîner toute la puissance de son héritage d'une manière qui allait choquer toute la ville. Maya pensait que la victoire au tribunal était la fin. Elle pensait que Marcus et Vanessa allaient disparaître dans leur honte, lécher leurs plaies en privé, et la laisser seule élever Naomi en paix. Elle avait tort, car 3 semaines après l'audience de garde, par un mardi matin tranquille, alors que Maya nourrissait Naomi dans la chambre d'enfant, son téléphone explosa de notifications. Texte après texte, email après email, des alertes d'actualité inondant son écran. La première lui glaça le sang. Urgent. La milliardaire héritière Maya Richardson Hartwell sous enquête pour mise en danger d'enfant. Ses mains tremblèrent si violemment qu'elle faillit laisser tomber Naomi. Elle cliqua sur le lien avec des doigts tremblants. L'article était sur un site d'actualité à sensation, mais il était détaillé, vicieux, et se répandait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il prétendait que Maya avait été photographiée laissant Naomi seule dans une voiture pendant qu'elle faisait des courses dans une boutique haut de gamme. Que des voisins avaient signalé avoir entendu le bébé pleurer pendant des heures dans sa maison de ville sans que personne ne réponde. Qu'elle avait été vue en train de boire de l'alcool tout en allaitant, que les services de protection de l'enfance avaient ouvert une enquête. Chaque mot était un mensonge. Mais les photos semblaient réelles. Une femme qui ressemblait à Maya, mêmes cheveux,
même silhouette, laissant un bébé dans un siège auto visible à travers une vitre. Horodaté, géolocalisé, apparemment irréfutable. Le téléphone de Maya sonna. « Harold, ne panique pas, dit-il immédiatement. C'est Vanessa. Nous savons déjà que c'est Vanessa. Les photos sont truquées. Nos experts en informatique légale les analysent en ce moment. Les signalements aux services sociaux proviennent de téléphones jetables que nous traçons. C'est une attaque coordonnée. Pourquoi ferait-elle cela? » La voix de Maya se brisa. Elle a déjà perdu. L'affaire de garde est terminée. Parce qu'elle est désespérée. Elle a perdu son travail, sa réputation, tout. Et elle te blâme. Maya, nous devons prendre les devants. J'organise une conférence de presse d'urgence pour cet après-midi. Nous allons exposer exactement qui est derrière tout cela et pourquoi. Une conférence de presse. Oncle Harry, je n'ai jamais rien fait de tel. Je ne sais pas comment. Tu sais dire la vérité. C'est tout ce dont tu as besoin. Ton père t'a laissé des ressources pour une raison, Maya. Il est temps de les utiliser. 4 heures plus tard, Maya se tenait derrière un pupitre dans les bureaux de Hartwell & Associates. Tous les grands médias de la ville étaient représentés dans la salle, les caméras tournaient, les journalistes criaient des questions. Elle portait une simple robe marine, un maquillage minimal, et tenait un dossier contenant des preuves qui détruiraient à jamais la crédibilité de Vanessa Chen. La voix de Mia tremblait au début, mais elle devint plus forte à mesure qu'elle parlait. « Je m'appelle Maya Richardson Hartwell et ce matin, je me suis réveillée pour me retrouver accusée de mise en danger d'enfants sur la base de preuves fabriquées et de mensonges malveillants. Je suis ici aujourd'hui pour rétablir la vérité et exposer la personne responsable de cette attaque. » Elle sortit le premier document. Ces photos qui prétendent me montrer en train de laisser ma fille seule dans une voiture ont été numériquement altérées. Notre équipe de médecine légale numérique a confirmé que mon visage a été superposé sur le corps d'une autre femme. Les métadonnées montrent que les photos originales ont été prises il y a 6 mois, avant même la naissance de ma fille. Les altérations ont été effectuées depuis une adresse IP enregistrée au nom de Vanessa Chen, la même femme qui a témoigné à mon audience de garde il y a 3 semaines. Des murmures parcoururent l'assistance des journalistes. Les signalements anonymes au service de protection de l'enfance, poursuivit Maya, sa voix ferme maintenant, proviennent de 3 téléphones jetables, tous achetés dans le même magasin d'électronique à Brooklyn en utilisant une carte de crédit appartenant à Mademoiselle Chen. Nous avons des images de surveillance d'elle faisant ses achats. Elle fit un signe de tête à son équipe, qui commença à distribuer des dossiers aux journalistes. Vous trouverez dans vos dossiers la documentation complète de la campagne de harcèlement de Mademoiselle Chen contre moi au cours des 4 derniers mois. De faux comptes sur les réseaux sociaux créés pour répandre des rumeurs à mon sujet. Des emails envoyés aux membres du conseil d'administration de ma fondation prétendant que je détournais des fonds. Des appels anonymes au pédiatre de Naomi prétendant que je maltraitais ma fille. Tout remonte à Mademoiselle Chen. Un journaliste se leva. Pourquoi ferait-elle cela? Quelle est sa motivation? L'expression de Maya se durcit. Mademoiselle Chen a eu une aventure avec mon ex-mari alors que mon père était mourant et que j'étais enceinte. Elle l'a encouragé à divorcer de moi et à l'épouser, ce qu'il a fait 24 heures après les funérailles de mon père. Quand leur mariage s'est effondré 6 semaines plus tard, elle l'a encouragé à demander la garde de ma fille, non par souci du bien-être de Naomi, mais parce qu'elle croyait que contrôler ma fille leur donnerait accès à son héritage. Quand cette affaire de garde a échoué spectaculairement, Mademoiselle Chen a apparemment décidé de détruire ma réputation à la place. Que voulez-vous qu'il lui arrive? Appela un autre journaliste. Je veux qu'elle affronte les conséquences. Je dépose une plainte civile pour diffamation, harcèlement et préjudice moral intentionnel. Je dépose aussi une plainte pénale pour falsification de preuves et signalement mensonger aux agences gouvernementales. Et je vais m'assurer que chaque personne qu'elle a essayé de tromper sache exactement qui elle est et ce qu'elle a fait. La conférence de presse dura encore 30 minutes, Maya démantelant calmement chaque mensonge, présentant chaque preuve et démontrant exactement ce qui arrivait quand on s'en prenait à une famille Hartwell. Dès le soir même, le récit s'était complètement retourné. Le tabloïd qui avait publié l'histoire originale émit un démenti et des excuses. Les réseaux sociaux de Vanessa furent inondés d'indignation,
et le bureau du procureur annonça l'ouverture d'une enquête pénale. Mais Maya n'en avait pas terminé. 2 jours plus tard, elle tint une autre conférence de presse. Celle-ci pour annoncer quelque chose qui allait définir son héritage bien plus que n'importe quelle bataille de garde ou intrigue de vengeance. Quand mon père est mort il y a 6 mois, dit Maya, debout devant un bâtiment du quartier où elle avait grandi, il m'a laissé plus que de l'argent. Il m'a laissé une mission. Il voulait que j'aide les femmes qui se sentent impuissantes, abandonnées, seules. Des femmes comme je l'étais il y a 6 mois, en deuil, enceintes et terrifiées. Alors aujourd'hui, j'annonce l'ouverture du centre James Hartwell pour les femmes et les enfants. Elle désigna le bâtiment derrière elle, une belle maison de ville rénovée avec une accessibilité complète, de grandes fenêtres lumineuses et une entrée accueillante. Ce centre fournira des services juridiques gratuits pour les femmes traversant un divorce ou une bataille de garde, une garde d'enfants gratuite pour les mères célibataires qui essaient de travailler ou d'étudier, des conseils gratuits pour les femmes faisant face à un deuil, un traumatisme ou une dépression postpartum, des formations professionnelles gratuites et des services de placement, et un logement d'urgence pour les femmes fuyant des situations dangereuses. Les caméras clignotèrent alors qu'elle continuait, sa voix forte. Nous ouvrons 10 de ces centres dans toute la ville au cours de l'année à venir, financés par la fondation Richardson Hartwell avec un engagement initial de 200 millions de dollars, car aucune femme ne devrait avoir à affronter seule ce que j'ai affronté, et aucun enfant ne devrait souffrir parce que sa mère n'a pas de ressources. Une journaliste leva la main. Est-ce une réponse à ce qu'a essayé de vous faire Vanessa Chen? Maya sourit. Non, cela a toujours été le plan. Mon père l'a mis en marche avant sa mort. Mais ce qu'a essayé de faire Mademoiselle Chen m'a rappelé quelque chose d'important. La meilleure réponse aux gens qui essaient de vous détruire n'est pas la destruction, c'est la création. Elle voulait me détruire. À la place, je vais construire quelque chose qui nous survivra à tous. Les centres ouvrirent 3 mois plus tard, face à une demande écrasante. La première semaine, ils aidèrent 53 femmes. À la fin du premier mois, ce nombre était de 212. À la fin de l'année, les centres James Hartwell avaient servi plus de 3000 femmes et enfants dans toute la ville. Et Maya découvrit quelque chose qu'elle n'attendait pas. La guérison. Chaque femme qu'elle aidait, chaque enfant à qui elle donnait un endroit sûr pour jouer. Chaque mère qui entrait dans son centre terrifiée et en ressortait avec un plan et de l'espoir. Chacune guérissait une petite partie de la blessure laissée par Marcus et Vanessa. Elle ne faisait plus cela par vengeance maintenant. Elle le faisait parce que c'était important. Parce que son père lui avait appris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on garde, mais ce que l'on donne. 1 an après la bataille de garde, Mia était assise dans son bureau du centre Hartwell principal, examinant des demandes de subvention, quand son assistant frappa. « Quelqu'un est là pour vous voir. » Sans rendez-vous. Il dit s'appeler Marcus Richardson. Les mains de Mia s'immobilisèrent sur les papiers. « Dites-lui que je suis occupée. » Je l'ai fait. Il dit qu'il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Ma soupira. Elle aurait pu le faire expulser. Elle aurait dû le faire expulser, mais quelque chose la rendit curieuse. D'accord, donnez-moi 5 minutes, puis envoyez-le. Marcus entra, ressemblant à l'ombre de l'homme qu'il avait été. Son costume était bon marché, pas sur mesure. Son visage était tiré, fatigué. Il avait perdu du poids, et pas de manière saine. « Merci de me recevoir, dit-il doucement, debout maladroitement près de la porte. Vous avez 5 minutes. Que voulez-vous? M'excuser? Je sais que cela ne signifie rien. Je sais qu'il est trop tard, mais j'ai besoin de le dire quand même. Il prit une inspiration. J'ai détruit tout ce qui était bien dans ma vie, en poursuivant des choses qui n'avaient pas d'importance. Je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai essayé de prendre Naomi non pas parce que je l'aimais, mais parce que j'étais avide et désespérée. Et j'ai laissé Vanessa me convaincre de faire des choses terribles parce que j'étais trop faible pour penser par moi-même. C'est tout. Non. Je voulais aussi vous dire que vous aviez raison sur tout, et que votre père avait raison sur moi. Je n'étais pas à la hauteur. Ni pour vous, ni pour Naomi, ni pour la vie que vous méritiez. Je le vois maintenant. Maya l'étudia. Cet homme qu'elle avait autrefois aimé, maintenant réduit à un étranger présentant des excuses dont elle n'avait pas besoin. Que voulez-vous de moi, Marcus? Le pardon? L'absolution.
Rien. Je ne veux rien de vous. Je voulais juste que vous sachiez que je sais, que je vois ce que j'ai perdu et que je suis désolée. D'accord, vous l'avez dit. Maintenant, partez. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Naomi a de la chance de vous avoir comme mère. Votre père savait ce qu'il faisait quand il vous a protégées toutes les deux. Après son départ, Maya resta assise dans le silence, attendant de ressentir quelque chose. De la satisfaction, de la vindicte, même de la pitié. Mais tout ce qu'elle ressentait était de la fatigue. Fatigue de Marcus. Fatigue du passé. Fatigue de lui donner de l'espace dans son esprit qu'il ne méritait plus. Elle sortit son téléphone et regarda la photo qu'elle avait prise ce matin-là. Naomi, âgée de 14 mois, faisant ses premiers pas dans la chambre d'enfant que son grand-père avait conçue, riant avec une joie pure. C'était cela qui comptait. Pas les regrets de Marcus. Pas les complots de vengeance de Vanessa. Pas les milliards en banque. Juste cela. Sa fille, en bonne santé, heureuse et aimée au-delà de toute mesure. Le téléphone de Maya vibra. Un texto d'un des directeurs de centre. Vient d'aider une maman à obtenir la garde d'urgence de ses enfants face à un ex violent. Elle pleure de soulagement. Merci de rendre cela possible. Maya sourit. Cela était ce que son père voulait dire par la vraie richesse. 6 mois plus tard, Vanessa Chen fut reconnue coupable d'avoir déposé de faux signalements et condamnée à des travaux d'intérêt général et à une mise à l'épreuve. Elle se déclara en faillite pour la 2e fois et déménagea hors de l'État. Maya entendit qu'elle travaillait dans la vente au détail dans l'Ohio, vivait avec sa mère, essayant de reconstruire une vie qu'elle avait détruite, poursuivant de l'argent qui n'avait jamais été à elle depuis le début. Marcus sombra dans l'obscurité. Il prit un emploi dans un cabinet plus petit, sortit occasionnellement, mais jamais sérieusement, et devint un de ces hommes qui ont connu leur apogée tôt et passent le reste de leur vie à se demander ce qui aurait pu être. Il envoyait sa pension alimentaire à temps chaque mois, non pas parce que le tribunal l'ordonnait, mais parce que c'était la seule forme de parentalité dont il était capable. Maya les déposait dans un fonds universitaire pour Naomi, non pas parce qu'elle avait besoin de l'argent, mais parce que sa fille méritait de savoir que son père avait au moins essayé, d'une certaine manière. Et Maya devint exactement la personne que son père avait toujours su qu'elle pourrait être. Au 2e anniversaire de Naomi, la fondation Richardson Hartwell s'était étendue à 15 villes. Elle avait aidé plus de 10 000 femmes et enfants. Elle avait changé des lois, influencé des politiques, et créé un modèle de soutien communautaire que d'autres organisations commencèrent à reproduire. Maya fut en couverture du magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes en philanthropie. Forbes l'appela la milliardaire qui change la façon dont l'Amérique soutient les familles en difficulté. Elle donna des discours lors de conférences, témoigna devant le Congrès, et utilisa chaque once de ses ressources et de son influence pour s'assurer qu'aucune femme ne se sente aussi seule qu'elle s'était sentie ce jour-là au tribunal, regardant Marcus signer les papiers du divorce. Mais ses moments préférés restaient les petits. Lire une histoire à Naomi avant le coucher dans la vieille veste de son père qui sentait encore vaguement comme lui. Apprendre à sa fille à être gentille, généreuse, forte. Lui montrer le portrait de son grand-père en uniforme de concierge, et lui dire « C'est à cela que ressemble la vraie réussite. Pas l'argent, le caractère. » Au 5e anniversaire de la mort de son père, Maya emmena Naomi au cimetière. Sa fille avait maintenant 5 ans, vive et curieuse, pleine de questions. « Maman, pourquoi on rend visite à grand-père James s'il est au ciel ? » « Parce que son corps est ici, bébé, et nous voulons l'honorer. Lui dire merci. » « Merci pourquoi ?» Maya s'agenouilla à côté de sa fille, passant ses doigts sur la pierre tombale qui disait « James Hartwell Richardson, concierge, père, héros. Merci de m'avoir appris que les gens qui te quittent font simplement de la place pour que tu deviennes qui tu étais toujours destiné à être. Merci de nous avoir protégés même quand tu n'étais plus là. Et merci de m'avoir montré que le vrai pouvoir n'est pas de se venger des gens qui te font du mal, c'est de construire une vie si belle qu'ils deviennent insignifiants. » Naomi ne comprenait pas tout à fait, mais elle hocha sérieusement la tête et plaça les roses jaunes qu'elles avaient apportées sur la tombe de son grand-père. Alors qu'elle retournait à la voiture, Naomi glissa sa petite main dans celle de Ma. « Maman, quand je serai grande, je veux aider les gens comme toi. » Mia serra la main de sa fille, les larmes lui piquant les yeux.
Alors tu le feras, bébé, parce que c'est ce que font les Hartwell. Nous n'héritons pas seulement d'argent, nous héritons d'un but. Cette nuit-là, après que Naomi se fut endormie, Maya s'assit dans son bureau, regardant la lettre que son père avait écrite 5 ans plus tôt. Celle qui disait « Ne montre aucune pitié ». Elle l'avait mal comprise au début. Elle pensait que cela signifiait « Détruis-les. Fais-les souffrir. Venge-toi ». Mais maintenant, elle comprenait ce que son père voulait vraiment dire. Ne montre aucune pitié à la voix dans ta tête qui dit « Tu n'es pas assez ». Ne montre aucune pitié aux gens qui essaient de te limiter, de te diminuer, de te voler. Ne montre aucune pitié aux systèmes qui maintiennent les femmes impuissantes, mais montre une pitié immense, infinie, sans limite envers toi-même. De la pitié pour faire ton deuil, de la pitié pour guérir, de la pitié pour construire la vie que tu mérites au lieu de la vie que les autres ont essayé de t'imposer. C'était la vraie victoire. Non pas qu'elle avait détruit Marcus et Vanessa, bien qu'elle l'ait fait, complètement et totalement, mais qu'elle avait construit quelque chose d'aussi significatif, d'aussi puissant, d'aussi transformateur qu'ils ne comptaient tout simplement plus. Ils avaient essayé de tout lui prendre. À la place, ils lui avaient donné la liberté de devenir extraordinaire. Et alors que Maya éteignait la lumière et allait vérifier Naomi une dernière fois avant de se coucher, elle chuchota dans l'obscurité. « Merci, papa, pour tout. Je comprends enfin ce que tu essayais de m'apprendre depuis le début. » Dehors, à sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, pleines de femmes dont elle avait changé la vie, d'enfants dont elle avait assuré l'avenir, et d'un héritage qui leur survivrait à tous. Marcus avait quitté une milliardaire pour un mirage. Vanessa avait détruit une femme qu'elle pensait faible. Et Maya avait hérité de 5 milliards et utilisé chaque centime pour prouver que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est devenir si puissant, si déterminé, si entier que les gens qui ont essayé de te briser ne peuvent même pas toucher la vie que tu as construite. C'est à cela que ressemble la vraie richesse. Et Maya Richardson Hartwell le comprenait enfin, magnifiquement, complètement. Donc, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui est sorti de votre vie et réalisé plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, pour découvrir ensuite que cette trahison a fait place à quelque chose de mieux? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous a fait du mal faire face aux conséquences de ses propres choix et ressenti non de la colère, mais de la paix? Partagez votre histoire dans les commentaires maintenant. Je veux entendre parler du Marcus ou de la Vanessa de votre vie et comment vous leur avez survécu. Parce que l'histoire de Maya n'est pas seulement son histoire. C'est l'histoire de tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez et qui ont dû prouver au monde qu'il avait tort. Et voici ma question pour vous. Si vous héritiez de 5 milliards demain, qu'en feriez-vous? Vivriez-vous somptueusement? Créeriez-vous une entreprise? Changeriez-vous votre communauté? Dites-le moi dans les commentaires. Soyez précis. Parce que les rêves ne deviennent réalité que quand on les exprime à voix haute. Maintenant, d'où regardez-vous cela? Êtes-vous à Lagos, en train de regarder cela à 2 heures du matin quand vous devriez dormir? Êtes-vous à New York, en train d'écouter cela pendant votre trajet? Londres, Dubaï, Manille, Tokyo? Dites votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Maya a voyagé à travers le monde. Et écoutez, si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait pleurer ou crier de joie, ou croire que les gens bien peuvent gagner, vous devez appuyer sur ce bouton d'abonnement maintenant. Sérieusement, cliquez dessus. Et voici la partie importante. Activez cette cloche de notification, car je poste des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des histoires sur le karma, la justice, des gens qui pensaient s'en tirer jusqu'à ce qu'ils ne s'en tirent pas. Et si vous n'activez pas les notifications, YouTube ne vous dira pas quand la prochaine tombera, et vous la manquerez. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez que bien vivre est la meilleure vengeance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les gens qui s'en vont. Et souvenez-vous de ce que le père de Maya lui a appris. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais pauvre. Vous n'êtes jamais impuissant. Vous ne le savez peut-être pas encore. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, les gens qui vous sous-estiment vous font une faveur. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près,
Et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.